Effectivement, je l'admets, nous ne sommes pas sur la proposition la plus accessible de l'année. Peut-être avez-vous décroché, peut-être même que vous n'êtes même pas allé au bout de ce voyage. Je conseillerais difficilement cette sortie à des spectateurs peu familiers des salles art et essai. Grand Tour de Miguel Gomez, prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2024. Rangoon, Birmanie 1918. Édouard, fonctionnaire de l'Empire britannique, s'enfuit le jour où il devait épouser sa fiancée, Molly. Déterminée à se marier, Molly part à la recherche d'Édouard et suit les traces de son grand tour à travers l'Asie. Voilà une version simplifiée de ce que nous raconte Grand Tour. Dans les faits, votre expérience sera bien plus disloquée, pour ne pas dire confuse. La seule grande vérité, c'est qu'à l'image d'une grande roue, premier plan du film, le spectateur vivra une expérience des sens en participant à un grand tour. Au début du XXe siècle, le Asian Grand Tour est le nom donné à l'itinéraire qui part d'une des grandes villes de l'Empire britannique, en Inde, et se termine à l'Extrême-Orient, Chine ou Japon. De nombreux voyageurs européens ont entrepris ce grand tour, et plusieurs d'entre eux ont écrit des livres sur cette expérience. Vous n'êtes pas là pour vous divertir, les doigts de pied en éventail avec un seau de popcorn. Non, vous embarquez pour un voyage à travers l'Asie. N'oubliez pas de nous envoyer une petite carte postale. Là, c'est le Japon. Pour revenir à notre film, l'étrangeté et l'authenticité des actions qui se déroulent devant vos yeux prendront des airs de réminiscence d'une époque lointaine. Et si ce film ressemble tant à un souvenir, c'est parce qu'il en est un. Nous avons décidé qu'il fallait faire ce grand tour nous-mêmes avant de ne commencer à écrire le scénario. Nous avons filmé cet itinéraire en 2020. Équipe de scénaristes, chef opérateur image, chef opérateur son, accompagné d'une équipe de production pour chaque lieu de ce véritable tournage itinérant, créant ainsi des archives de voyage. Le procédé donne cette sensation lyrique, un docu-fiction, car oui, à ces images d'archives qui ont été tournées, s'ajoute un fil rouge narratif et fictif. Celui-ci, en la personne d'Édouard, Monsieur Abbott, et sa fuite en avant. Si cette histoire vous passionne, elle ne sera malheureusement qu'un prétexte pendant 2/3 du film. Oui, du coup, ça peut vous paraître long. L'écriture est née de notre confrontation avec ces images de l'Asie, qui, de fait, devenaient le tout premier personnage de notre histoire, celui qui donnerait naissance à tous les autres. Dans ce projet, c'est bien la fiction qui vient se greffer sur le réel, et non l'inverse. Vous serez donc peut-être déconcerté vis-à-vis de la promesse de départ, et peut-être même désemparé, après avoir compris que la voix off vous accompagnerait tout le long du film. Cette voix off permet de justifier la fiction dans une succession d'images d'archives, des archives qui défilent devant vos yeux sans forcément coller au récit initial. Vous l'aurez compris, je suis sceptique et pas forcément emballé par ce procédé d'écriture, de mise en scène. Je trouve que celui-ci écrase un petit peu un récit qui avait l'air assez passionnant à la base. Ne vous arrêtez pas à mon avis. Grand Tour s'en tire avec les honneurs en étant justement récompensé à Cannes pour sa mise en scène. Et je ne peux que me réjouir que ce type de proposition se fasse une petite place dans nos salles. La lecture du dossier presse vous permet également de lire les notes de bord de Miguel Gomez. Il les a écrits pendant le tournage et il y décrit une incursion passionnante et pleine de surprises. Un jour, l'équipe chinoise m'a dit que le patron du restaurant où ils ont déjeuné s'est mis à jouer de la guitare, ce qui m'a poussé à leur demander de l'inviter à bord du bateau où nous allions filmer pour qu'il joue pour la caméra. On retrouve donc ce monsieur lors d'une scène sur un bateau, entrant gentiment dans le cadre pour nous jouer de la guitare. On ne comprend pas tellement ce qu'on fait sur ce bateau et pourquoi il y a un monsieur qui fixe la caméra en jouant de la guitare. Qu'importe, le dépaysement est là. Voilà une séquence qui résume bien la sensation que j'ai eue sur ce long métrage. Un empilement de réelles opportunités, de magnifiques instants captés lors d'un voyage. Le tout rattaché via des ficelles fictives formant une histoire. Une construction de scénario atypique,
et intéressante, faisant du spectateur un compagnon de voyage. Et c'est là que Grand Tour arrivera à convaincre un certain public. Vous vivrez ce film comme le souvenir d'une excursion à laquelle vous auriez participé par le passé. Grossièrement, ça vous fera l'effet d'un gros diaporama de vacances dans une salle de cinéma. Le projet de départ repose donc sur cet aspect documentaire, mais le réalisateur va plus loin en décidant de ne pas non plus planifier tout ce qui est de l'ordre des parties fictives, des parties qui, elles, ont été tournées en studio. Grand Tour n'est pas un projet défini à l'avance. Il s'écrit en temps réel, tel un voyage. Vous connaissez la destination, mais la magie fera le reste. La magie, c'est le hasard, c'est les bonnes surprises, les bonnes rencontres. Je me refuse à planifier les scènes avant le jour du tournage. Le cinéma se fait au présent, du moins pour les réalisateurs qui n'ont pas le talent d'Hitchcock. Au-delà du premier niveau de lecture, qui lui est très sensoriel, nous avons la trame officielle du synopsis, la fuite d'un mariage. Je crois qu'on peut creuser ici un troisième niveau de lecture, la métaphore d'un mariage en crise entre l'Empire britannique et l'Asie. L'histoire se déroule en 1918 et nos personnages ne sont pas là en tant qu'invités sympathiques, mais bien en tant que colons. Sans vous refaire toute l'histoire, la décolonisation de l'Asie par l'Empire britannique aura lieu après la Seconde Guerre mondiale, soit une trentaine d'années après les événements du film. Ce que nous raconte le film en deuxième lecture, c'est un homme fuyant une union, préférant errer à travers une culture qu'il découvre. La beauté de cette Asie ne réside pas dans ce que l'occupant apporte de l'Angleterre, mais plutôt dans un dépaysement, dans des traditions, des saveurs, des senteurs différentes. Ce mariage n'a pas de sens. Je vois en Edward, un fonctionnaire de l'Empire britannique, un détournement idéologique, une crise identitaire. En accompagnant Edward dans son périple à travers l'Asie, on constate qu'il s'abandonne petit à petit à la culture locale. Une culture à laquelle il n'avait pas encore pris le temps de s'intéresser. Face à lui, son opposé, entêté, porte le nom de Molly, sa fiancée, qui lui court après. À mes yeux, elle représente l'Empire britannique. Edward n'a pas plus envie de se marier avec elle que l'Asie a envie d'une union avec l'Empire britannique. Et pourtant, les Britanniques s'entêtent et ne lâchent rien pour maintenir cette union, contre toute forme de logique. Molly mènera également ce voyage à la poursuite d'Edward, ce grand tour, mais elle restera toujours dans un petit cercle de colons sans jamais vraiment se pencher sur la culture des pays dans lesquels elle voyage. Au mieux, elle pouffera de rire devant le théâtre local qu'on lui propose. Elle semble sympathique, cette Molly, mais plus la perspective du mariage s'éloigne, et plus elle semble s'emporter. Son entêtement causera la mort de nombreuses personnes de la population locale, ainsi que du curé, qui lui avait bien compris que sa place n'était plus dans ce pays et qui souhaitait retourner en Angleterre pour manger de la confiture sur du pain. Voilà. Molly, quant à elle, est malade, l'Empire britannique l'est aussi, et sa mort n'est plus qu'une question de décennies. Voilà pourquoi elle ne retrouve pas Edward, même si c'est un petit peu frustrant. Voilà pourquoi le film se termine brutalement sur sa mort. Cette union n'a pas lieu d'être. Terminons sur un mot du réalisateur et ses ambitions vis-à-vis de ce grand tour, ou plutôt ces grands tours, signe là encore du multiple niveau de lecture qui peut exister dans cette proposition. Il y a plusieurs grands tours dans ce film. Celui géographique, des images de l'Asie contemporaine correspondant au parcours des personnages dans l'Asie imaginaire. Il y a le grand tour affectif, vécu différemment par Edward et Molly. Tous deux sont en mouvement dans ce territoire sentimental qui n'est pas moins vaste que celui qu'ils traversent physiquement. Et surtout, il y a le grand tour qui unit ce qui est séparé. Les pays, les sexes, les époques, le réel et l'imaginaire, le monde et le cinéma. C'est surtout à ce dernier grand tour que je veux inviter le spectateur du film. Et c'est à cela que sert le cinéma, je crois. La toute fin du film voit Molly se relever
et on comprend qu'on est en fait dans un studio, que tout ça a lieu dans un studio. J'imagine une volonté du réalisateur d'être transparent jusqu'au bout sur tous les artifices utilisés dans ce film. C'est aussi un moyen de montrer que, effectivement, Molly, l'Empire britannique est mort, mais il peut renaître le temps d'un film au cinéma. Voilà, on termine sur ça. Merci à tous. J'espère que c'est une proposition qui vous parlera quand même, malgré ses longueurs. Ça participe aussi à la beauté du film. Je suis pas totalement emballé. Pour tout vous dire, il m'a fallu 2 fois pour voir le film en entier. Oui, c'est un petit peu soporifique. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à laisser un like si vous êtes encore là. Et puis, salut!